Vous étiez en train de répondre à la première question, la configuration telle que nous l'avons tous constaté hier, 15 août 2024, telle que les Congolais, sinon j'allais dire, le régime de Brazzaville a célébré le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville par simple parade militaire, alors que d'habitude, c'est un défilé populaire, c'est tous les Congolais qui sont confiés, c'est tous les départements, mais là, c'est juste Brazzaville avec une parade militaire. Et donc, vous étiez en train de dire. Oui, le fait que le pouvoir ait suspendu les manifestations au niveau des départements et au niveau de Brazzaville, on s'est contenté d'une parade militaire, ça veut dire que la peur a changé de camp. Avec les mouvements spontanés des jeunes, non seulement à Brazzaville, mais il y en a eu à Ouesso, il y en a eu à Pointe-Noire, il y en a eu dans la cuvette ouest. Le gouvernement s'est mis dans la position de ne pas utiliser la force au cas où les jeunes, comme ils avaient promis qu'ils devaient manifester, qu'on leur donne les autorisations ou non, et ils ont préféré suspendre les manifestations au niveau des départements et au niveau de Brazzaville, organiser seulement une parade militaire. Parce que si le défilé était populaire, comme cela se passait dans les années passées, il était incapable au pouvoir de pouvoir parer à des manifestations spontanées. Donc cela veut dire que la peur a changé de camp. Alors vous dites la peur a changé de camp. Tout à l'heure, vous avez rappelé que les jeunes avaient évidemment annoncé leur manifestation, autorisation ou pas, ils allaient marcher. Nous avons d'ailleurs reçu sur ce même plateau d'autres jeunes qui disaient qu'il vente, qu'il neige. Nous allons, qu'il vente, qu'il pleuve, parce que c'est le Congo. Au Congo, il neige pas. Ils vont donc sortir, ils vont prendre la rue. Et vous dites que finalement, c'est cette pression que le gouvernement, ou j'allais dire le régime, Sassou Nguesso a dû finalement prendre des mesures pour éviter que cela ait lieu et que ça déborde. D'ailleurs, nous apprenions que certains jeunes qui sont sur place au Congo-Brazzaville, bien sûr les jeunes qui représentent votre organisation, le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, étaient prêts à participer à ces marches. Donc, ils attendaient que ça commence pour qu'ils intègrent les rangs. C'est ce que nous avons appris. Et donc, vous dites que le gouvernement, sinon le régime de Sassou, a dû prendre tout cela en compte et voilà pourquoi ils ont voilà, fait ces restrictions à tous les niveaux. C'est ça. Oui, mais je voudrais porter quand même un rectificatif. Le Congrès pour la Renaissance du Congo n'est pas un mouvement de la diaspora. Le Congrès pour la Renaissance du Congo est un mouvement à l'intérieur du pays, présent dans les 12 départements. Il y a au moins 90% de membres du CNC qui sont à l'intérieur. Mais comme le pouvoir a obligé certains compatriotes de se retrouver en exil forcé, mais c'est naturel que ceux qui sont à l'extérieur, qui constituent les diasporas, soient en liaison avec ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et comme le mouvement des marches spontanées a été organisé, comme je l'ai dit tantôt, par les jeunes qui sont les camarades de Cédric Balou, mais les jeunes qui sont membres du CRC
ce sont des jeunes Congolais. Eux, ils vivent la misère comme tous les jeunes Congolais. Et c'est normal que ces jeunes se mobilisent autour des autres jeunes pour exprimer leur colère contre la misère. Nous avons suivi dans la quinzaine du gouvernement les propos de M. Mongala qui dit que ce n'est plus 2024 l'année de la jeunesse, mais ça s'étale 2024, 2025 et 2026. C'est un aveu d'échec. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve, mesdames, messieurs, en compagnie du docteur Alex Ibaka Nzabana, militant de la société civile, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour, docteur. Bonjour, Christian Perrin. Un Ravi plaisir. de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur R7, mais surtout votre disponibilité pour cette interview. Brazzaville a célébré, comme vous le savez, hier 15 août 2024, la fête de l'indépendance, le 64e anniversaire, bien entendu, par simple parade militaire, avec interdiction d'organiser cette fête ailleurs dans le pays, à l'exception, bien sûr, de Brazzaville. Quel commentaire vous inspire cette nouvelle configuration dans la célébration de cette fête de l'indépendance qui se veut normalement nationale et populaire? Merci bien, Christian Perrin. Ça a été une surprise. Le PCT a habitué les Congolais à festoyer. Et c'est surprenant, pour une fois, pour le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, Oui. que les manifestations au niveau des départements ont été suspendues. Pardon, docteur, vous allez continuer votre développement, mais je vous ai vu faire un petit signe comme des guillemets, c'est ça, indépendance avec guillemets. Pourquoi? Mais je suis de ceux qui pensent que le Congo n'est pas encore libre. Donc, si on n'est pas libre, on ne peut pas être indépendant, on ne peut pas être souverain. Ah bon. L'indépendance, comme la liberté, s'arrache, ne se donne pas. Or, le 15 août 1960, ça a été une cession de l'indépendance. Le 13, 14, 15 août, les masses populaires se sont rebellées contre un pouvoir néocolonial, mais rapidement, les vieilles sirènes sont revenues à la charge pour confisquer notre indépendance et notre souveraineté. Cela depuis le coup d'État militaire du 5 juin 1997 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes donc, l'indépendance et la souveraineté, c'est entre guillemets. Et donc, lorsque vous parlez des sirènes, des vieilles sirènes qui ont récupéré, vous faites allusion au régime de Brazzaville, c'est ça? Le régime de Brazzaville ne peut pas exister sans leur mentor. Eux, ce sont des, comme disait Peau Noire, ils ont remplacé leur maître qui tire les ficelles depuis l'Occident. C'est ce que moi Merci je... donc.
Merci pour cette précision, docteur. Alors, donc, vous étiez en train de répondre à la première question, la configuration telle que nous l'avons tous constaté hier, 15 août 2024, telle que les Congolais, sinon j'allais dire, hein, le régime de Brazzaville a célébré le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville par simple parade militaire, alors que d'habitude, c'est un défilé populaire, c'est tous les Congolais qui sont confiés, c'est tous les départements, mais là, c'est juste Brazzaville avec une parade militaire. Et donc, vous étiez en train de dire, Oui, le fait que le pouvoir ait suspendu les manifestations au niveau des départements et au niveau de Brazzaville, on s'est contenté d'une parade militaire. Ça veut dire que la peur a changé de camp. Avec les mouvements spontanés des jeunes, non seulement à Brazzaville, mais il y en a eu à Ouesso, il y en a eu à Pointe-Noire, il y en a eu dans la cuvette ouest. Le gouvernement s'est mis dans la position de ne pas utiliser la force au cas où les jeunes, comme ils avaient promis qu'ils devaient manifester, qu'on leur donne les autorisations ou non, et ils ont préféré suspendre les manifestations au niveau des départements et au niveau de Brazzaville, organiser seulement une parade militaire. Parce que si le défilé était populaire, comme cela se passait dans les années passées, il était incapable au pouvoir de pouvoir parer à des manifestations spontanées. Ils ont donc préféré avoir seulement affaire aux hommes en uniforme qui sont facilement encadrés parce qu'ils ont une hiérarchie établie et ça éviterait que les populations, par leur mouvement spontané, et les mettent en difficulté. Donc, cela veut dire que la peur a changé de camp. alors vous dites la peur a changé de camp. Tout à l'heure, vous avez rappelé que les jeunes avaient évidemment annoncé leur manifestation, autorisation ou pas, ils allaient marcher. Nous avons d'ailleurs reçu sur ce même plateau d'autres jeunes qui disaient qu'il vente, qu'il neige. Nous allons, qu'il vente, qu'il pleuve, parce que c'est le Congo. Au Congo, il neige pas. Ils vont donc sortir, ils vont prendre la rue. Et vous dites que finalement, c'est cette pression que le gouvernement, ou j'allais dire le régime, Sassou Nguesso a dû finalement prendre des mesures pour éviter que cela ait lieu et que ça déborde. D'ailleurs, nous apprenions que certains jeunes qui sont sur place au Congo-Brazzaville, bien sûr les jeunes qui représentent votre organisation, le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, étaient prêts à participer à ces marches. Donc, ils attendaient que ça commence pour qu'ils intègrent les rangs. C'est ce que nous avons appris. Et donc, vous dites que le gouvernement, sinon le régime de Sassou, a dû prendre tout cela en compte et voilà pourquoi ils ont voilà, fait ces restrictions à tous les niveaux. C'est ça. Oui, mais je voudrais porter quand même un rectificatif. Le Congrès pour la Renaissance du Congo n'est pas un mouvement de la diaspora. Le Congrès pour la Renaissance du Congo est un mouvement à l'intérieur du pays, présent dans les 12 départements. Il y a au moins 90% de membres du CRC qui sont à l'intérieur. Mais comme le pouvoir a obligé certains compatriotes de se retrouver en exil forcé, mais c'est naturel que ceux qui sont
à l'extérieur, qui constituent les diasporas, soient en liaison avec ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et comme le mouvement des marches spontanées a été organisé, comme je l'ai dit tantôt, par les jeunes qui sont les camarades de Cédric Balou, mais les jeunes qui sont membres du CRC, ce sont des jeunes Congolais. Eux, ils vivent la misère comme tous les jeunes Congolais. Et c'est normal que ces jeunes se mobilisent autour des autres jeunes pour exprimer leur colère contre la misère. Nous avons suivi dans la quinzaine du gouvernement les propos de M. Mungala, qui dit que ce n'est plus 2024, l'année de la jeunesse, mais ça s'étale 2024, 2025 et 2026. C'est un aveu d'échec. Oui, alors C'est donc un aveu un aveu d'échec. d'échec, pardon, docteur, un aveu d'échec, vous dites là. On va revenir d'ailleurs sur la question hein, de l'employabilité des jeunes, comme on l'avait dit d'ailleurs. Et je reviens un peu sur la participation des jeunes du Congrès pour la Renaissance du Congo. Vous avez dit, c'est par solidarité qu'ils allaient prendre évidemment part à cette marche généralisée qui a été annoncée d'ailleurs. Qui devait se dérouler dans tous les départements, et vous dites que le pouvoir finalement a pris peur et voilà, la configuration même dans la célébration de la fête nationale de l'indépendance a changé. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un report ou bien ils ont abandonné? Bon, Le, je ne vous le, demande pas, le, je ne vous demande pas non plus d'étaler vos stratégies en non, public. non, non. Le Oui. mouvement, le mouvement politique n'est pas une science exacte. C'est une science sociale. Mhm. Je voudrais revenir faire un rappel historique Oui. que notre pays a connu. Et après, pour revenir, faire une jonction avec le mouvement des jeunes Mhm. dirigé par Cédric et par solidarité, les jeunes du CRC. Le 31 décembre 1969 fut créé le PCT, dont les statuts ont été conçus et rédigés par Diawara Bidie. Nous en détenons jusqu'aujourd'hui les manuscrits. Ce parti était censé être une organisation de travailleurs et des paysans sous la direction des cadres révolutionnaires qui avaient participé au mouvement populaire du 13, 14, 15 août. Et par rapport à l'expérience qu'ils avaient vécue au sein du MNR, ils ont pensé, pour une nouvelle impulsion, il fallait un parti des travailleurs et des paysans qui serait encadré par des cadres révolutionnaires et progressistes de gauche. Si les statuts du PCT, à l'époque de sa création, d'un point de vue théorique, étaient progressistes, révolutionnaires, voire marxistes, léninistes, mais la majorité
des hommes et des femmes qui en étaient les membres n'avaient pas la conscience de classe ni les enjeux de leurs responsabilités face à leur parti et face au peuple congolais. Et très vite, la frange progressiste, la frange de gauche s'est rendu compte que toutes les décisions qu'on prenait au niveau du comité central du parti étaient bloquées par ce qui était en train de se constituer au sein de leur parti et que les Diawara ont appelé oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, qui bloquait toutes les décisions qui étaient prises en faveur des masses populaires. Et c'est ce qui a conduit au 22 février 1972. Oui. Et lorsqu'on prend le parcours des jeunes dirigés par Cédric Balou, c'était des jeunes qui étaient membres des organisations de jeunesse du PCT. Ils se sont rendus compte que le PCT était en train de les blouser et avec la proclamation de 2024 comme année de la jeunesse où il fallait créer 100 000 emplois, arrivé au mois de juillet, ils se sont rendus compte que c'était du bluff et c'est là où ils ont commencé à organiser des marches spontanées. Donc c'est pour dire, on ne peut pas être aveugle tout le temps et on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ces jeunes ont été trompés un temps et ils ont pris conscience et ils ont adopté une position de rupture par rapport au PCT et au système qu'il incarne. Voilà Le système oligarchique, alors. le système oligarchique qu'il incarne. Parce que lorsqu'on écoute les propos du ministre de la propagande du PCT. Et à partir de maintenant, le gouvernement a, en quelque sorte, modifié son agenda. Et si vous lisez les conclusions du Conseil des ministres, indiquait que l'année de la jeunesse, en réalité, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Et c'est sur cette plage de temps qu'il faudra juger de l'activité, de l'effectivité et de l'efficacité de l'action du gouvernement. Lorsque, dans un pays, la loi des finances est débattue, mais c'est à ce moment que les parlementaires, s'ils sont élus par le peuple, s'ils sont les représentants du peuple, discutent de l'utilisation des finances publiques. Lorsque le PCT proclame que 2024 serait l'année de la jeunesse, qu'on devait créer les emplois, mais cela veut dire qu'en amont, lorsqu'on était en train d'élaborer la loi des finances 2024, mais ces éléments devaient être pris en compte. En d'autres termes, pardon, docteur, vous êtes en train de dire, lorsqu'ils ont élaboré la loi de finances 2024, qui prévoit, je crois, un budget de l'ordre de 2000 par là, 500, voilà, 2500 milliards par là, oui, en ressources, la création des emplois qu'ils ont promis était prise en compte. Moi, je prends ça dans ce sens-là. Devait être prise en compte. Bon, devrait être prise en compte. Mais du moment où ils ont annoncé ça, donc la création des 100 000 emplois en janvier 2024, je suppose qu'ils avaient pris ça en compte dans leur budget.
Est-ce qu'on peut aussi comprendre que finalement, ils ont fait tout autre chose avec cet argent au lieu de créer des Monsieur emplois? Christian Perrin, je pense que tout un chacun d'entre les citoyens congolais et ceux des autres pays qui suivent la situation socio-économico-politique du Congo se sont rendus compte, chaque fois qu'il y a les débats sur les finances, chaque fois qu'il y a eu des débats au Parlement sur la loi des finances, eh bien, les sièges des parlementaires étaient vides. Ils n'ont jamais eu de débat avec les membres du gouvernement qui leur présentaient ce projet. Ce qui veut dire que c'était du bluff, tout comme pour les 14 000 milliards qui ont disparu dans la nature. Et on apprend aujourd'hui qu'ils sont en train de faire des simulacres avec la Chine pour utiliser cet argent à construire des villas et à faire de n'importe quoi, à faire des mariages de leurs enfants. Hein? Et c'est regrettable. Mais lorsqu'il s'agit de faire des sessions sur des problèmes secondaires, alors là, les élus du PCT et de leur majorité sont les plus... Alors, Ils ont donc, comme qui dirait, les yeux hagards, ils sont là parce que, évidemment, il faut justifier les émoluments qu'ils reçoivent. D'ailleurs, c'est beaucoup d'argent, en plus, il faut le rappeler. Alors, donc, vous étiez en train de dire sur l'année de la jeunesse, ça a été un bluff, c'est ce que vous avez dit. Mais on a aussi constaté une chose, c'est que toutes les fois qu'on annonce un programme tout à fait spécial, là où parfois l'argent est décaissé, les enveloppes sont... Donc, le budget, il y a une ligne budgétaire qui est décaissée. Généralement, ces programmes n'aboutissent jamais et on apprend toujours que l'argent a été dilapidé. Je fais ici, par exemple, allusion au fonds FIGA. On nous a parlé du fonds FIGA. On a parlé du partenariat, comment on appelle ça, juvénile, c'est-à-dire l'auto-emploi, la création de l'auto-emploi. Ça aussi, ça a été financé. L'argent a disparu. On nous a parlé d'un programme tout à fait spécial sur l'agriculture. Là aussi, c'est Mabundu qui était ministre en ce temps-là. Tout cet argent a disparu. Tous les programmes qu'on annonce au Congo-Brazzaville, au pour tous, pareil, 173 milliards partis en fumée comme ça. Et donc, je disais, tous les programmes qu'on annonce au Congo-Brazzaville, à la fin, on constate que rien n'a été fait, mais l'argent a été décaissé. mais Christian Perrin, mais ce n'est pas nouveau. Et c'est pareil pour les hôpitaux, hein. On n'en parle plus là, les 12 hôpitaux généraux. 700 milliards avaient été décaissés pour cela. Donc, moi, je pense que au niveau, enfin, ça c'est mon avis, après c'est discutable. J'ai l'impression que l'argent a été donc décaissé, où le budget 2024 avait probablement pris en compte la création de ces emplois et que finalement, comme d'habitude, ils ont dû dilapider cet argent. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas hésité, vous l'avez dit tout à l'heure, de dilapider 14 000 milliards du fonds de génération future. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cet argent qui devait servir en plus, entre autres, à créer des emplois pour les jeunes. Mais on n'en parle pas. Et Thierry Mungala arrive, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, pour dire que finalement, l'année voilà, 2024 n'est plus celle qu'on avait ben, voilà, promis, consacrée, année de la jeunesse. Désormais, ben, voilà, ça va s'étendre voilà, sur 2024, 2025, 2026. Mais bon, les promesses, comme j'aime à le rappeler, n'engage que ceux qui y croient. Mais oui, Christian Perrin, il y a un problème qu'il faut comprendre. En 1972, lorsque les Diawara publient l'autocritique du M22, lorsqu'ils annoncent le concept de l'obimitrie, Obumitri, ça veut dire quoi concrètement? oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, on les a traités de tous les noms d'oiseaux.
qu'ils étaient contre-révolutionnaires, qu'ils étaient agents de la CIA. Et nous avons, en tant que M22, nous avons pris la responsabilité historique de publier à l'Harmattan en 2011 ce qui est devenu leur testament politique. Combien de Congolais ont lu ce livre? En France, il coûte 10-11 euros. Et donc, vous êtes en train de dire que finalement, les Diawara avaient vu venir l'homme qui est là, Denis Sassou Nguesso, et que bah, là, il parlait déjà de ce que cette frange était en train de préparer contre, c'est ça qu'il faut dire, contre le Congo. C'est ça. Ce n'est pas l'homme, le système qu'ils étaient en train de mettre en place. Parce que nous, quand nous grandissions, lorsque dans le quartier, un monsieur a été arrêté et mis en prison pour vol, soit dans les structures de l'État, soit dans le privé, et que ce monsieur venait pavaner devant votre parcelle en cherchant à draguer les filles, on le pourchassait. On le pourchassait. Le vol n'était pas accepté, ni la corruption. Or, aujourd'hui, l'obimétrie en a transformé en valeur. Ce sont les voleurs qui deviennent les mieux vus de notre société. Et d'ailleurs, docteur, lorsque vous parlez les gens qu'on avait arrêtés à Dolisie, mais ils ont pris la clé d'escampette, hein? Ils ont fui. Ben, c'est ce que nous apprenons après, bon, mais on va encore vérifier l'information. Sinon, on a reçu évidemment quelques informations là-dessus, mais on est en train de vouloir les authentifier. Alors, tout à l'heure, vous avez pris une image où, en votre temps d'ailleurs, lorsque quelqu'un, un fonctionnaire, hein, mettait la main sur l'argent, comme qui dirait, de l'État, les deniers publics, ben, généralement, il était interpellé et on voyait même des équipes, évidemment, des policiers qui arrivaient dans le quartier où tout le monde était voilà, en alerte. Non, le papa d'un tel a volé l'argent, voilà pourquoi la police est venue le chercher. Et nous avons vécu ça. Et lorsqu'on apprenait que le papa d'un tel ou d'un tel autre avait ben, voilà, volé l'argent de l'État, c'était comme vous l'avez rappelé, une honte, mais vraiment une honte pour la famille. Et tout le monde. D'ailleurs, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait d'une vidéo de l'ancien président de la République du Congo, Joachim Yobio-Pango, qui en parle. Suivez. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social. Docteur Ibaka Nzabana, pour Joachim Yomio-Pango, en fait, ce sont des réalités que vous connaissez très bien. Tout à l'heure, vous l'avez déjà rappelé, et nous aussi, nous avons vécu ça. Lorsqu'on volait, non, mais écoutez, c'était la honte pour toute la famille, hein. Pas seulement la personne, mais toute la famille.
Et dans la rue, à l'école, les gens en parlaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu, comme vous l'avez dit, des valeurs. Est-ce que c'est pour dire, évidemment, c'est ce qui a finalement, parce que c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, est-ce que la jeunesse congolaise a encore de repères? Y a-t-il des gens sur qui elle peut s'identifier, se mirer, rêver, par exemple, au Congo-Brazzaville? Merci, Christian Perrin, pour cette question. Dans certains pays et dans certains continents, on pose toujours la question aux jeunes, à bas âge, dans les écoles primaires, à qui vous voulez ressembler quand vous serez à l'âge de décider. Nous, notre génération, nous avons eu non seulement des opportunités de nous émanciper, mais c'est parce qu'on avait la soif de connaître. Beaucoup de gens ne savent pas que ce qui est devenu la Géménère après la création du mouvement national de la Révolution, suite au 13, 14, 15 août, était un regroupement de plusieurs associations de jeunesse qui existaient au Congo. Il y avait l'Union de la jeunesse congolaise, qui était dirigée par le frère Matika, et dont les Matumpampolo, les Balosa, les Nganga Mungwa, et d'autres étaient les responsables au niveau de la fédération de Bakongo Makelekele. Et nous, les docteurs Ounoulou, Félix, les docteurs Yako Massembo, le magistrat Ekomban, nous étions de la fédération de Potopoto Wenze Mungali, avec notre défunt frère aussi, Boukambu Gérard. On était de la fédération UJC Potopoto Mungali Wenze. Mais en dehors de l'UGC, il y avait l'ASCO, Association scolaire du Congo, qui était affiliée à l'AEC, qui était elle-même affiliée à la FEANF en France. Il y avait les organisations de jeunesse chrétienne, Union de la jeunesse catholique, Union de la jeunesse protestante, Union de la jeunesse kimbanguiste, salutiste. Mais c'est à partir du mouvement du 13, 14, 15 août que toutes les organisations de jeunesse se sont regroupées, d'abord au sein des jeunesses et quartiers, et quand il y a eu le congrès de la jeunesse, c'est là où on a créé la GMNR. Et le premier président de la GMNR, mais ce n'était pas un athée, ce n'était pas un marxisant, mais c'était André Ombessa, qui était un jeune qui sortait de l'organisation des jeunes protestants. Et il y avait tout le monde dedans, des représentants de toutes les associations de jeunesse, kimbaguistes, salutistes, UJC, Oui, ASCO. mais donc, qu'est-ce qui garantissait finalement le succès des événements que vous organisiez en ce temps-là? Parce que c'est une jeunesse qui a quand même marqué le pays, qui a changé le pays, contrairement à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Qu'est-ce qui garantissait vos succès? La formation ou bon, parce que vous étiez courageux simplement ou c'est J'ai quoi? parlé de modèles. Ah, Nous avons été, vous vous inspiriez donc de ces modèles.
Nous, on a été formés, surtout au niveau de l'Union de la jeunesse congolaise et de l'ASCO. Moi, j'étais le premier président de la section de l'ASCO de Ngaga Edouard. Mais on organisait des séances de formation. Au niveau de l'UJC, mais on partait faire des formations jusqu'au Cataracte. Lorsque nos camarades aînés de l'AEC venaient, nous avons donc appris à connaître l'histoire de notre pays, que le Congo a eu des guerres de résistance, non seulement dans le pôle avec Mabiala Manganga et le Bweta Bongo, mais aussi au nord avec les Fobé et autres. Nous avons donc des modèles comme Mathieu André. Lorsque ces jeunes ont eu en face d'eux des modèles vivants, comme les Jawara, les Matumpa, les Ikoko, les Ombessa, mais on voulait faire comme eux. Et lorsque la révolution de 13, 14, 15 août triomphe, mais les dimanches, on organisait à côté du palais, il y avait le ministère de l'Information. C'est là-bas où se passait les dimanches matin, au lieu d'aller dans les églises, nous partions assister aux conférences de formation que donnaient les cadres éminents de l'époque, les Pascal Issouba, les Paul Kaya, les Babakas, les Hérodia, les Ndalagrai, mais qui nous donnaient une formation pour augmenter notre conscience citoyenne et patriotique. Et lorsque il fallait défendre, par exemple, la révolution, lorsque les coups d'État, les débretons ont commencé à s'agiter, mais on a mobilisé la jeunesse en formant le premier bataillon de ce qu'on appelait les paramilitaires. Moi, j'ai fait partie de ce premier bataillon. Et à l'époque, Jawara n'était pas encore paramilitaire. Jawara est venu dans le deuxième bataillon. Le premier bataillon, c'était le Matumpampolo, c'était le Valosantari, c'était les Okemba, hein, et comment? C'était les Njambila, c'était les Pardon, Pacifiques. docteur Alex Ibakazabala. Tout à l'heure, vous avez cité quelques noms, Matua, c'est ce que, Mabiala Manganga, Bweta Bongo, Mathieu André, qui étaient en réalité, ce que vous avez dit, des modèles auxquels vous vouliez bien sûr ressembler. Qu'est-ce qui les caractérisait concrètement? Le courage, la dignité, le patriotisme? C'est d'abord le courage patriotique, la résistance qu'ils ont organisée de 1892 à 1896. Mais c'est la première résistance de grande envergure dans le pays Sundi. Et cette résistance a quitté depuis les bords du fleuve Congo, depuis les Boko, jusqu'à Mbé. Donc ce n'était pas seulement un problème des Congo. Et au nord, Fouélé, mais c'était un résistant. Mais comme les Congolais n'aiment pas la lecture, ils ne veulent pas connaître. La preuve en est, je vous ai parlé, l'autocritique du M22 a été édité depuis 2011, mais il y a des Congolais en 2024 qui ne l'ont jamais lu.
Oui, mais docteur, dans le même temps, c'est vrai que vous parlez de cet ouvrage, mais est-ce que finalement, puisque c'est la question que je vous ai posée d'entrée de jeu, il manquait probablement un repère pour la jeunesse actuelle, tel que vous avez appris, vous vous êtes miré, comme qui dirait, vous avez voulu ressembler à ce que vous considérez comme des hommes de valeur. Vous avez cité quelques noms tout à l'heure, je n'y reviens plus. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque maintenant là à la jeunesse congolaise ou simplement peut-être parce que le régime en place s'est arrangé finalement à, comme qui dirait, effacer toutes ces traces. La preuve, c'est qu'on n'apprend plus ça à l'école. Dans nos manuels, ça n'existe plus. Vous poserez la question à un jeune Congolais qui fut Boeta Mbongo, qui fut Mabiala Manganga, André Grenard Matua, personne, aucun jeune ne vous dira qu'il était. Donc, est-ce qu'on n'a pas fait exprès finalement de biffer toute cette histoire pour éviter que les jeunes actuels, évidemment, ressemblent à ces résistants congolais? Mais l'histoire du Congo commence le 5 juin 1997. La nouvelle histoire alors? Mais c'est l'histoire que les jeunes générations connaissent. Puisque celui qui dirige ce pays, qui est à la tête de la dictature, a dit que, a déclaré que le Congo était un pays qui était scolarisé et qu'ils ont cassé l'enseignement. Il a reconnu. Alors Mais finalement, comment ils c'était fait font? exprès. Ils ont cassé l'enseignement, ils ont détruit l'éducation. C'était fait exprès parce qu'ils s'attendaient aux résultats et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, pour cela, je vais proposer aussi à nos téléspectateurs cet extrait, évidemment, de la réponse que donnait Denis Sassou Nguesso. C'était une interview organisée par Africa 24. Suivez. La jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, alors il fut un temps où le Congo a eu 100%, voilà, et après nous avons décidé, voilà, de détruire. Et c'est là que vous étiez en train de développer en fait votre réponse. Donc c'était fait Mais oui, exprès. mais Christian Perrin, lorsqu'on arrive à un certain niveau de responsabilité, il y a le B à bas qu'on doit connaître. Nous avons connu dans ce pays des ministres qui ne savaient pas faire la différence entre une note de service et un arrêté. Quelqu'un qui a été nommé par un arrêté qui est relevé par une note de service. Où est le parallélisme de forme? Quand on confond un décret avec une loi, mais ce n'est pas à ce niveau de responsabilité qu'on apprend ce genre de concept. Il faut avoir été dans les organisations, dans les partis politiques. Or, les partis politiques au Congo, nous nous demandons si ils forment leurs gens. Puisque vous avez des ministres qui disent que moi, je n'ai pas de vision. Ma vision, c'est la vision du président de la République. Donc, lui, il n'existe pas. Il est un répétiteur de ce que dit le président de la République. Même si le président se trompe, lui, il continue Oui, voilà. à se tromper.
Donc, il n'a pas de capacité d'analyse personnelle. Or, lorsqu'on est dans un parti, lorsqu'on est dans une organisation, lorsqu'on fait partie d'une équipe gouvernementale, c'est parce que qui s'assemblent, se ressemblent. On a d'abord soi-même une existence dans l'analyse. Et lorsque 2, 3, 4 personnes se retrouvent et qui ont les mêmes idées, mais c'est là où ils se rassemblent pour animer un parti, pour animer une organisation, pour animer une équipe gouvernementale. Non, 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 moi, je n'ai pas de vision. Ah, c'est la vision. Pardon, pendant que vous le dites, les téléspectateurs vont m'en excuser. Bon, écoutez, évidemment, je vais donc proposer cet élément à nos téléspectateurs. De surcroît, c'est un ministre de la Justice. Curieusement, ils étaient deux d'ailleurs. Et puis, l'autre des postes et télécommunications, il s'agit bien sûr de Wilfried Bininga et de Juste Léon, Juste, c'est comme ça qu'on l'appelle, Ibombo. Suivez. Super, il est là. Le travail, les résultats, Tout à la fin. Vous marcherez sur c'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo, c'est la vision du ministre, du président des législations de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, Merci, monsieur papa. le ministre. Voilà, alors, docteur Alex Ibakanzabana, évidemment, l'ancien Premier ministre congolais Claude Dacosta, c'est comme ça qu'on l'appelait, parlait des médiocres qui ont pris le pays en otage. Évidemment, on voit bien que lorsqu'un ministre vient déclarer, il n'a pas de vision, c'est la vision de... Voilà. En fait, il vénère même voilà, le chef de l'État qui, en réalité, n'est que un fonctionnaire payé par les Congolais, mais il vénère une personne, c'est-à-dire le culte de personnalité. Et Claude Antoine Dacosta les appelait par des médiocres. Écoutez. C'est mon pays. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres, accédant aux combines du pouvoir, ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Docteur Ibakanzabana, les médiocres ont pris le Congo en otage. Vous partagez ce point de vue? Mais ça ne peut que être la réalité que nous vivons. Lorsque dans un pays, les gens n'ont plus l'effort à faire de penser, mais vous voulez que ça marche? Nous avons vu dans les images diffusées sur les réseaux sociaux comment à Oyo, la sous-préfecture d'Oyo a été vandalisée. Mais ce n'est ni à Kinkala, ce n'est ni à Ibiti, ce n'est ni à Lubomo, ni à Weso, ni à Infondo. À Oyo, sous-préfecture d'Oyo. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir à quelques-uns, mettre d'enclavure de la résidence de Sassou? Nous qui connaissons la ville d'Oyo, mais si cela a pu
se Et réaliser. qu'est-ce que cela peut traduire finalement? Quelle explication donner? Mais il y a d'abord deux explications. C'est pour dire que ce n'est pas parce que toi tu es de Oyo que nous sommes d'accord avec tout ce que tu es en train de faire. De un. De deux. Mais le fait d'avoir saccagé la préfecture, la sous-préfecture, mais comme beaucoup de Congolais savent que certains dirigeants cachent l'argent dans leurs bureaux, dans leurs maisons, dans les cimetières. Mais cela aussi aurait pu inciter les jeunes qui ont été à l'origine de ce vandalisme, qui recherchaient des moyens financiers. On ne peut pas quitter Brazzaville pour aller à Ouando sans passer par Oyo. Et en face de la gare routière de Oyo, il y a toujours des jeunes, des petits, des gamins qui circulent. Lorsque vous descendez de votre voiture ou de votre du bus, mais je n'ai pas vu ça à Kinkala. Je n'ai pas vu ça à Ouando. Je n'ai pas vu ça à Ouesso. Je n'ai pas vu ça à Infondo. Je n'ai pas vu ça à Dolisie. Encore moins à Pointe-Noire. Mais ça veut dire quoi? Que la misère, elle est la même partout. Il ne faut pas que les gens se leurrent que le pouvoir est entre le Bimitri, dont la plupart des responsables sont d'une certaine appartenance, que les citoyens de cette partie de notre territoire vivent bien. Ceux qui sont partis à Tingidi, ceux qui sont partis à Boko, ceux qui sont partis à Madibou, ceux qui sont partis à Olembe, est-ce que vous voyez la différence d'un point de vue de l'urbanisation qu'il y a eu depuis le 5 juin 1997 par rapport à Oyo? Mais Oyo, c'était un campement de pêcheurs. C'était un campement de pêcheurs et je sais de quoi je parle. C'était le campement, le pêcheur s'appelait Oyo, un kéké de l'Anima, Oyo. Et ils ont cette facilité à l'époque. Ceux qui quittaient Mosaka passaient par ce campement, ceux qui quittaient Ouando passaient par ce campement, ceux qui quittaient Olombo passaient par ce campement. Quand Youlou arrive, le député de l'UDDA de la circonscription, c'était M. Letembe Ambili. Et c'est lui qui demande au chef de leur parti. Il dit non, mais Oyo, là, c'était un centre très, très important parce que tout le monde passe par là. Il faudra en faire un poste de contrôle administratif, un PCA. Et comme Youlou voulait avoir des assises au nord, mais il a créé Oyo. Et c'est toujours à partir de là que Mosaka, il y a une chanson que lorsque nous partons passer les vacances à Mosaka, puisque mon papa était le chef de bureau de douane à Mosaka, mais on avait la résidence à Lukolela, parce que Mosaka, les Français à l'époque, ils n'avaient pas construit une maison pour le chef de bureau de douane. Mais c'est Youlou qui est venu créer le sous-district de Mosaka. Et quand Youlou était venu, les gens chantaient Biso autonome na Mosaka. Donc, pour eux, le fait de ne plus aller à Owando
Fort Roussel à l'époque, pour faire tout ce qui est documentation administrative, pour eux, c'était Une forme une autonomie d'autonomie. Voilà. par rapport à la distance qu'ils parcouraient pour aller jusqu'à Fort-Roussel. Donc, ce sont les parties de l'histoire que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et là, Les jeunes évidemment, d'aujourd'hui ne connaissent pas. je suis en train d'apprendre également que finalement, Youlou, évidemment, le président Fulbert Youlou, travaillait pour le Congo dans sa globalité, sa généralité, dans son ensemble. Il n'avait pas de préférence qu'il fallait travailler dans telle ou telle autre zone parce que c'est, voilà, il est originaire de cette zone, mais il pensait aller aussi, voilà, améliorer les conditions de vie de tous les Congolais, de quelques départements qu'ils soient, etc. Contrairement à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Ce Non, monsieur mais qui s'est M. Christian retranché Perrin, vers chez lui pour ne construire que chez lui, même là où les villes qui produisent évidemment l'argent, je parle ici par exemple de Pointe-Noire, Quilou, qui sont abandonnées, mais vraiment dans l'insalubrité totale. Et c'est des villes qui, en réalité, en temps normal, les gens ne devraient plus vivre à Pointe-Noire ni au Quilou, parce que c'est devenu invivable. Donc, il a concentré tout l'argent pour construire chez lui. Bon, encore chez lui, c'est moi qui dis. Ce n'est vraiment pas chez lui. Mais bon, au moins, il a choisi une zone où il pense que c'est Oyo qui lui mais M. assure le Christian tout. Perrin, lorsqu'on discute avec des compatriotes qui sont urbanistes ou qui ont fait sociologie de l'urbanisme, bon, on est tous d'accord. Pas fumbo na fumbo, non, on est tous d'accord que nos principales villes sont à reconstruire. Parce qu'il y a une accumulation d'habitants qui fait que, avec les moyens que nous avons, nous ne pourrons pas investir pour créer une modernisation de ces villes. Moi, j'ai travaillé à Pointe-Noire dans les années 70. Mais quand je repartais dans les années 2000, je ne reconnaissais plus Pointe-Noire. Vous passez, quand il a plu, à côté des mares d'eau, c'est là où on vend à manger. Brazzaville, c'est pareil. Donc, je pense que, comme nous le disons au CRC, Congrès pour la renaissance du Congo, il faut que nous fassions renaître notre pays. Il faut repartir, mais avec une conscience nouvelle, avec des jeunes qui connaissent l'histoire de ce pays, comment il a été sabordé, comment il a été détruit, comment est-ce que des jeunes qui se font anarquer pour rentrer dans la franc-maçonnerie. C'est difficile à expliquer. Hier, celui qui était dans la Rose-Croix, celui qui était franc-maçon, mais ne s'affichait pas. Au contraire, il participait aux formations. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Mais ça ne m'empêche pas de lire pour ne pas mourir médiocre, pour découvrir ce que c'est la franc-maçonnerie. On parle des droits de l'homme. Mais lorsqu'on voit les États-Unis d'Amérique, lorsqu'on voit l'Europe, mais ce sont les francs-maçons qui ont été à la base de l'émancipation de ces deux continents. Même si aujourd'hui,
l'orientation n'est plus la même. Mais Oui, au mais Congo, qu'est-ce qui peut donc expliquer que au Congo, Bon, au Congo, vous prenez Facebook, vous écoutez, on demande aux gens d'adhérer à la franc-maçonnerie. Si vous donnez 50 000, le même soir, on vous présente, on vous donne 51 millions. C'est sur Facebook. Hein? Mais comment voulez-vous que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir cette envie, cette force de pouvoir aller de l'avant? Que le fort, c'est ça qui consacre la vie d'un homme. et Donc, donc vous vous êtes donnez en train 50 de 000 dire finalement ils ont opté pour vouloir créer une société des personnes sans effort, c'est-à-dire une réussite sans effort, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de promouvoir maintenant. C'est-à-dire demander aux jeunes de faire ci, après vous deviennez ça, même sans effort, sans avoir travaillé, une vraie duperie alors. Mais puisque les sites sont sur les réseaux sociaux. Et moi, je crains pour nos enfants. Face à la misère, à la crise multidimensionnelle qui existe. Alors, docteur, nous allons donc revenir sur cette même jeunesse. Évidemment, nous disions au début de cette émission, vous avez rappelé le nouveau discours, le nouveau narratif, il faut l'appeler comme ça, le nouveau narratif du gouvernement congolais bon voilà, Thierry Mongala a dit, l'année de la jeunesse, donc 2024, pas seulement 2024, c'est aussi 2025, 2026. Et nous savons que désormais le Congo compte plus de 4 592 075 jeunes sur 6 millions d'habitants. C'est beaucoup. Et venir dire à cette jeunesse, bon, écoutez, vous pouvez continuer à attendre. En fait, la renvoyer au calendre grec, comme on le dit, c'est une façon de leur dire, ben, écoutez, nous, on n'a rien à vous proposer. Monsieur Christian Perrin, si ne fût-ce que 3% des jeunes Congolais, à travers les 12 départements du pays, pouvaient comprendre les 13, 14, 15 août, nous avons chanté. Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Mhm. Nous sommes sortis dans les rues, on est parti casser la prison pour faire sortir les syndicalistes. On est monté à la présidence, il y a eu 3 morts, mais Youlou a fini par partir. Lorsqu'on fait la comparaison d'un point de vue financier, qu'est-ce que Youlou a tout volé pour que, en 2 ans et demi de gouvernance, les Congolais ont pu le chasser, le mettre dehors. Par rapport à aujourd'hui, depuis 27 ans, combien de milliards ont été volés par le système en place aujourd'hui au Congo? En dehors de ce que nous connaissons, les 14 000 milliards de générations futures qui représentent 8 années. 8 années de budget de l'État. Évidemment, ça, c'est ce que nous connaissons, comme vous l'avez dit, hein, 5 000. voilà, 5 000 milliards. 5 responsables sont détenteurs de plus de 5 000 milliards à leur compte. Sans compter le scandale du ministère de la Santé, sans compter le scandale du Giga, sans compter le scandale de la CNCS, sans compter le scandale de l'argent de la CREF. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, il y a un expert congolais d'ailleurs qui a mené des enquêtes et qui a révélé que de 2003 plutôt, 2023 à 2022, euh, voilà, le régime en place a dilapidé plus de 133 000 milliards.
133 000 milliards d'argent du Congo. Oui, moi je ne suis pas professeur de la monnaie, mais je connais compter de 1 jusqu'à 100 et de 100 jusqu'à 1000, de 1000 jusqu'à 1 million, de 1 million jusqu'à 1 milliard. Mais entre ce que Youlou a tout volé, qui a conduit les Congolais de le chasser du pouvoir, et ce qu'on a volé depuis le 7 juin 1997 à aujourd'hui, qu'est-ce qui nécessitait à ce que la rupture soit totale? C'est sous Youlou ou sous aujourd'hui? Mais c'est parce que nos jeunes ne lisent pas, nos jeunes n'écoutent pas, nos jeunes ne veulent pas vaincre la peur. Parce que s'ils avaient souffert comme nous, mais c'est à cause de cela que nous avons eu une conscience citoyenne et patriotique qui nous a fait engager dans le combat pour libérer notre pays. C'est à cause de ça qu'on a toujours refusé, nous, de notre génération. Pourtant, lorsqu'on a créé le PCT, c'était nos camarades qui étaient là. Les Djawara, les Matumpa, les Ikoko. Mais nous avons refusé. Nous avons refusé de rentrer au PCT. Parce que le PCT, le statut était bon, progressiste, révolutionnaire, marxisant. Mais les hommes qui constituaient ce parti, ce n'étaient pas ceux-là qui devaient y être. Et les conséquences, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Jusqu'à vendre les terres. Jusqu'à vendre les terres. Mais laissez-moi au moins la terre pour qu'on m'enterre le jour que je veux mourir. Mais si vous vendez les terres, moi, on va m'enterrer où? Ici, en Europe, il faut payer les droits du cimetière. À partir d'un certain nombre d'années, si vous ne payez plus, on vient, on ramasse vos ossements, on les écrase, on brûle, puis allez, ouf, terminé. Mais mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants, où viendront-ils se recueillir? Donc, il y a le ras-le-bol a atteint un niveau où on ne peut plus dire non, laissez, on va faire le dialogue, non, laissez, on va aller se présenter aux élections, laissez, mais on va diviser le pays en nord-sud, laissez, non. Le ras-le-bol est devenu général. Il faut que les Congolais en prennent conscience. Le ras-le-bol est devenu général. Les Congolais doivent en prendre conscience. Et par là, probablement que nous allons mettre un terme à cette émission. Docteur Alex Ibaka Nzabana, à moins que vous ayez une dernière préoccupation, je vous laisse donc les quelques secondes qu'il nous reste, bien sûr, du temps imparti. Merci bien, Christian Perrin. Le travail de sensibilisation que fait votre chaîne R7 contribue à la prise de conscience, au renforcement, à maturation de la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Hier, il était impossible qu'à Brazzaville, des jeunes quittent le rond-point Avenue de la Paix, rue Mbaka, marcher jusqu'à la primature. Et comme ils ne pouvaient pas être violents avec eux le long du parcours, on les a tendu un piège en arrivant chez le Premier ministre. Et c'est là où on les a arrêtés et mis en garde à vue.
C'est pour dire, jeunes, c'est la lutte finale. Regroupons-nous pour la victoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'espère que le message est passé. Jeune, c'est la lutte finale. C'est à la jeunesse, évidemment, de faire son histoire. C'est la moindre des choses, comme le disait d'ailleurs François Fanon. Ou vous trahissez votre mission, ou vous la réussissez. Et je crois que c'est quand même un des derniers vétérans qui vient de vous le dire, l'homme du terrain. C'est ça, la vérité, qui a une très grande expérience, évidemment, de ce genre de mouvement. Ils les ont menés à bon port, d'ailleurs. Ils viennent de vous expliquer les événements qu'a connus, bien sûr, le Congo-Brazzaville. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau R7, docteur Alex Ibaka-Nzabana. Mais j'ai une toute dernière question à vous poser, probablement que nos téléspectateurs aussi se la posent. C'est quoi le béret que vous portez avec cette étoile rouge? Qu'est-ce que cela symbolise? Mais tout à l'heure, vous avez parlé des symboles. Tout à fait, oui. Voilà pourquoi je voulais savoir le béret noir avec cette étoile rouge. Et j'ai fait mes premières études à Cuba, où non seulement j'ai passé 15 jours avec Fidel en train de couper la canne à sucre à Pinar del Rio, Fidel Castro? Fidel Castro, mais j'ai connu le Tché, un homme extraordinaire, intelligent. Il vous a beaucoup inspiré alors. Et non seulement moi, mais toute la génération de 1968, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, lorsqu'il a créé, lors des bombardements du Vietnam par les États-Unis, il faut créer un, deux, trois, plusieurs Vietnam pour affaiblir l'impérialisme. L'étoile rouge, c'est le signe de l'unité des travailleurs avec la classe ouvrière. Le béret noir, je n'emporterai jamais le vert ni le rouge. Je porte le noir en hommage à Tché, parce que lui, il avait un béret noir. Merci. Merci, docteur Alex Ibaka-Nzabana. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir de vous avoir eu sur le plateau R7 et nous reviendrons d'ailleurs, c'est une source. Vous êtes toute une source de connaissances de l'histoire du Congo. Nous reviendrons pour d'autres occasions et toujours évidemment au bénéfice de nos jeunes qui nous suivent, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir donc suivis. Merci C'est de moi nous qui vous avoir accordé remercie. votre attention particulière au détriment de vos occupations. Un grand merci d'avoir fait confiance à R7. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission pour aider aussi notre jeunesse à prendre conscience et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci et à très bientôt.